Une date a enfin été fixée pour élire le successeur du président algérien Abdelaziz Bouteflika. Dans un discours à la nation retransmis par la télévision publique ce dimanche soir, le président par intérim Abdelkader Ben Salah a annoncé que l'élection présidentielle aura lieu le 12 décembre prochain. J'ai décidé, en me basant sur mes prérogatives constitutionnelles, que la date de l'élection présidentielle sera le jeudi 12 décembre 2019. Le président par intérim, qui a signé ce dimanche le décret pour la convocation du corps électoral, a appelé les Algériens à contribuer collectivement le 12 décembre prochain à l'écriture de l'histoire de leur pays et au choix de leur nouveau président. La date annoncée coïncide avec les délais réclamés par le chef d'état-major de l'armée, Ahmed Gaïd Salah, véritable homme fort du pays, depuis la démission forcée du président Abdelaziz Bouteflika le 2 avril. La présidentielle, initialement prévue le 4 juillet, avait dû être annulée, aucun candidat ne s'étant déclaré. Kaïs Saïed, l'universitaire sans parti politique, est arrivé en tête du premier tour de la présidentielle en Tunisie avec 19% des voix, selon des résultats officiels préliminaires portant sur plus d'un quart des suffrages. Selon ces résultats annoncés par l'instance organisatrice des élections, Kaïs Saïed dévance l'homme d'affaires en prison Nabil Karoui, qui a pour sa part obtenu 14,9% des voix selon ce décompte partiel. Il est au coude à coude avec le candidat du parti d'inspiration islamiste Ennahda, Abdel Fattah Mourou, crédité de 13,1% des voix. 7 millions d'électeurs étaient appelés ce dimanche à départager 26 candidats pour le premier tour de la présidentielle qui s'est déroulé sur fond de graves crises économiques et sociales et dans un contexte de rejet des élites politiques traditionnelles. La participation a été de 45,02% selon des chiffres encore provisoires, un taux faible au regard des 64% enregistrés lors du premier tour de la présidentielle de 2014. Le recul des libertés à Hong Kong tient en haleine les manifestants pro-démocratie qui ne démordent pas. Dimanche encore, des centaines de personnes ont chanté l'hymne britannique en brandissant l'Union Jack ainsi que la bannière de l'ancienne colonie hongkongaise. Peu après, des dizaines de milliers de personnes ont commencé à défiler dans des quartiers du centre de l'île de Hong Kong alors que la police leur avait interdit de descendre dans la rue. Conformément à la déclaration sino-britannique de 1984 qui avait présidé la rétrocession, Hong Kong est une région semi-autonome dirigée par le principe « un pays, deux systèmes » et jouit à ce titre de liberté inconnue dans le reste de la Chine, et ce jusqu'en 2047. Mais les manifestants pro-démocratie accusent Pékin de s'asseoir sur ses promesses en augmentant son emprise politique sur le petit territoire et en refusant de lui accorder un véritable suffrage universel. Dimanche, nombre de manifestants accusaient Londres de ne pas demander suffisamment de comptes à Pékin. Plusieurs manifestants demandaient la possibilité pour les Hongkongais d'obtenir la nationalité de la Grande-Bretagne ou d'un autre pays du Commonwealth. En effet, des centaines de milliers de Hongkongais ont obtenu avant ou après la rétrocession un passeport particulier émis par Londres et réservé aux citoyens britanniques à l'étranger, un titre qui facilite les entrées en Grande-Bretagne mais ne donne aucun droit de travail ou de résidence. Environ 130 parlementaires britanniques ont signé la semaine dernière une lettre ouverte appelant la Grande-Bretagne et les pays du Commonwealth à accueillir les Hongkongais qui souhaiteraient émigrer. Si les résultats partiels se confirment, le deuxième tour de la présidentielle tunisienne devrait bien opposer Kaïs Saïed, un universitaire de 61 ans, sans parti ni structure, entré en toute discrétion sur la scène politique, à Nabil Karoui, l'homme d'affaires emprisonné. Les deux candidats sont arrivés en tête selon les derniers sondages avec respectivement 18,8% et 15,4% des voix. Pour le candidat Kaïs Saïed, les électeurs ont fait une révolution légale en le propulsant en tête du premier tour de la présidentielle. Les électeurs ont adressé un message clair,
un message tout à fait nouveau. C'est pratiquement un nouveau concept de la révolution. Normalement, une révolution est contre la légalité en place. Mais cette fois-ci, c'est une révolution dans le cadre de la légalité. Aujourd'hui, je me trouve dans une place bien avancée parce que je n'ai pas fait une campagne électorale classique. C'est pratiquement une campagne explicative, axée sur les moyens juridiques permettant aux jeunes de réaliser leurs rêves, leurs revendications, leurs aspirations. Et ce n'est pas moi, comme chef de l'État ou comme chef du gouvernement, qui va proposer le programme. Les programmes doivent émaner des intéressés, les citoyens concernés eux-mêmes. 7 millions d'électeurs étaient appelés ce dimanche à départager 26 candidats pour le premier tour de ce scrutin qui s'est déroulé sur fond de crise économique et sociale dans un contexte de rejet des élites politiques traditionnelles. La participation a été d'environ 45% selon les chiffres encore provisoires de l'instance des élections en Tunisie, un taux faible au regard des 64% enregistrés lors du premier tour de la présidentielle de 2014. En visite à Khartoum, le ministre français des Affaires étrangères Jean-Yves Le Drian a déclaré que la France ferait pression en faveur du retrait du Soudan de la liste noire américaine des États soutenant le terrorisme. L'inscription depuis des décennies du Soudan sur cette liste et les sanctions américaines imposées pendant 20 ans ont isolé ce pays et asphyxié son économie. Les États-Unis avaient accusé le Soudan de soutenir des groupes djihadistes et de violer les droits humains, notamment au Darfour. Nous allons user de notre influence pour que le Soudan soit retiré de cette liste, parce que c'est la situation. Et surtout parce que, et par ailleurs, parce que c'est le moyen de faire en sorte que l'on puisse envisager une relation nouvelle avec les institutions financières. Tout est lié, évidemment. Et les engagements pris, la manière dont l'armée a perçu son rôle pendant cette période, tout cela va dans le sens d'une sortie du Soudan de cette liste. Le côté français s'est dit prêt à participer aux efforts de soutien d'un processus pacifique. Les opinions des deux côtés sont similaires. La paix au Soudan reflète la paix régionale au vu de la localisation géologique du Soudan. Lors de cette visite, la première du genre de la part d'un haut diplomate français en plus d'une décennie, Le Drian a plaidé pour une réintégration du Soudan à la communauté internationale. Il a également réitéré le soutien de la France à Khartoum face aux défis à venir, à savoir reconstruire une économie moribonde et conclure des accords de paix avec les groupes rebelles dans les zones de conflit des États du Darfour, du Kordofan Sud et du Nil Bleu. Des enquêteurs de l'ONU ont demandé lundi que la Cour pénale internationale soit saisie du dossier des Rohingyas de la Birmanie. Les enquêteurs précisent avoir établi une liste confidentielle de 100 noms, en plus des 6 généraux déjà identifiés dans un précédent rapport, comprenant notamment des responsables birmans soupçonnés d'être impliqués dans des cas de génocide, crimes contre l'humanité et crimes de guerre. Si le Conseil de sécurité de l'ONU a plusieurs fois appelé la Birmanie à l'arrêt des opérations militaires et au retour en toute sécurité des Rohingyas, ces initiatives restent entravées par la Chine, premier soutien de la Birmanie et membre permanent du Conseil, disposant donc d'un droit de veto. Dans un rapport de la mission d'établissement des faits de l'ONU, créée par le Conseil des droits de l'homme en 2017, souligne que la Birmanie a ratifié la Convention pour la prévention et la répression du crime de génocide de 1948 et appelle le Conseil de sécurité des Nations Unies à déférer le cas devant la CPI ou à créer un tribunal ad hoc comme ceux de l'ex-Yougoslavie et du Rwanda.
Quelques 740 000 Rohingyas avaient fui l'État birman de Rakhine en août 2017 après une opération de répression de l'armée en Birmanie, pays à forte majorité bouddhiste. Des familles entières avaient rejoint 200 000 réfugiés victimes de persécutions et déjà installés dans des camps au Bangladesh. Dans leur nouveau rapport qui sera présenté ce mardi devant le Conseil, les enquêteurs indiquent avoir des motifs raisonnables de conclure que les éléments de preuve qui permettent de déduire l'intention génocidaire de l'État se sont renforcés et qu'il existe un risque sérieux que des actes génocidaires puissent se produire ou se reproduire. Así que nosotros celebramos y respaldamos. Nous saluons et soutenons ces efforts. Nous devons toujours reconnaître que le président de la République, Nicolás Maduro, commandant en chef des forces armées, appelle au dialogue. Todo el esfuerzo que ha hecho, los llamados al diálogo, y cada vez que hay diálogo, cada vez que se... Chaque fois qu'il y a un dialogue et chaque fois qu'un accord est recherché pour la coexistence et la paix, les soldats seront heureux. Estaremos felices, celebrándolo. Nosotros nos negamos a ese tratado. Nous refusons ce traité, le traité interaméricain d'assistance réciproque invoqué par Washington à l'encontre du Venezuela. C'est un traité absurde, inutile, obsolète, inutilisable. Inservible. Les manifestations visant à destituer la chef de la commission électorale du Malawi ont repris ce mercredi, 2 jours après l'expiration d'une suspension de 14 jours ordonnée par la Cour suprême du pays pour permettre la médiation entre le gouvernement et les dirigeants protestataires. Des milliers de manifestants se sont rassemblés dans la capitale Lilongwe à l'occasion de manifestations qui ont appelé la présidente de la commission électorale du Malawi à démissionner pour avoir géré les élections contestées de mai. Je pense que l'exécutif du gouvernement nous a laissé tomber sur la question de Jane Ansah. Nous voudrions que le Parlement intervienne, mais nous continuerons à faire pression sur le gouvernement et le Parlement. Cette femme nommée Jane Ansah est mentionnée partout et a secoué ce pays. Elle devrait simplement démissionner parce que les Malawiens ne veulent pas être perçus comme de mauvaises personnes. Nous allons changer les choses. Il y a un maximum de sécurité aujourd'hui parce que la police s'est retirée. Nous avons des soldats dans les parages et aucun magasin n'a été attaqué. À la tête du Malawi depuis 2014, Peter Mutharika a été réélu avec 38,57% des suffrages selon les résultats publiés par la commission électorale. Depuis l'annonce de ces résultats, l'opposition dénonce des fraudes pendant le dépouillement, dont l'existence d'un nombre anormalement élevé de bulletins de vote recouverts de correcteurs blancs. Les perdants ont déposé une requête en annulation du scrutin présidentiel devant la Cour constitutionnelle, dont le verdict est attendu dans les semaines qui viennent. Alors qu'une nouvelle journée de mobilisation est prévue à Alger vendredi, le général Gaïd Salah a ordonné lors d'une visite de terrain dans le sud du pays d'empêcher les manifestants d'autres régions d'Algérie d'accéder à la capitale. Cette démarche du général intervient 3 jours après l'annonce par le président intérimaire Abdelkader Ben Salah d'une nouvelle date, le 12 décembre, pour la tenue d'une élection présidentielle, un scrutin catégoriquement rejeté par le mouvement de contestation chaque vendredi dans les rues de la capitale. J'ai donné des instructions à la gendarmerie nationale de traiter ces actions avec fermeté, en appliquant les lois, notamment en arrêtant les véhicules et les cars utilisés, pour ramener les manifestants dans la capitale, en les saisissant et en infligeant une amende à leurs propriétaires. Depuis bientôt 7 mois, l'Algérie, en particulier Alger, est le théâtre chaque vendredi de manifestations contre le pouvoir.
Celles-ci ont abouti à la démission du président Abdelaziz Bouteflika début avril, avec parmi les mots d'ordre le départ de l'ensemble du système au pouvoir.